Anatole Livry, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ça me fait très plaisir de t'accueillir à nouveau sur ma chaîne. Nous sommes le 4 février 2021 et nous voulions discuter, je voulais avoir ton avis, ton opinion sur l'état du monde en ce début 2021 et ton avis sur les perspectives et les différentes directions vers lesquelles nous allons tous gaiement et dans un monde politiquement correct et progressiste. Bon, bonsoir Pierrot, bonsoir à tous les auditeurs, spectateurs. Oui, je voulais tout de suite vous rappeler que ma langue maternelle, ce n'est pas du tout le français. Donc, souvent, des gens ne sont pas contents de mon accent. Je ne peux rien faire. Actuellement, depuis 2012, j'utilise le français très rarement. C'est pas du tout ma langue professionnelle ni de l'usage privé. Je pense que ça a devenu quatrième langue d'usage. Donc, si vous comprenez pas quelque chose, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Donc, Deutsch. ja, ich spreche zuerst d'abord allemand, d'abord Schweizerdeutsch, après naturellement l'allemand. Bon, le russe, ça vient après puisque c'est ma langue maternelle. Et effectivement, langue française, c'est langue de culture. Mais je presque pas d'usage, sauf mes travaux littéraires et scientifiques. Ça devient une langue de culture comme une langue morte. Il y a encore quelques échanges que nous faisons parfois. Oui, oui, tout à fait. Comme le grec ancien, justement. Bah écoutez, bonsoir encore une fois. Bah, l'idée principale de ce que je veux vous dire ce soir est que, selon moi, notre humanité, disons Homo sapiens selon Carl von Linné, ou Homo sapiens sapiens, c'est effectivement extrêmement optimiste, cette sapience, cette sagesse de ce singe, bipède encore, ça va vers sa destruction, son autodestruction, je pense. Et ce que nous vivons actuellement, les symptômes que nous offrent tout d'abord les États-Unis d'Amérique, peut-être en partie le Canada, puis disons, les lances d'épée de cette culture de mort qui sont nos universités européennes, eh bien, on peut dire que cela ne laisse pas du tout, c'est mon opinion, de chances de survie. C'est-à-dire, tout doucement, notre humanité va progressivement se mettre à quatre pattes, devenant précisément peut-être les singes avec des iPhones encore pendant quelques générations, peut-être une génération, peut-être une seconde génération, puisqu'il n'y aura pas de troisième. Et d'abord, l'usage du logos va devenir pénalement répréhensible, c'est-à-dire toutes ces restrictions avec le langage selon le genre et le sexe qu'on impose à nos élites, comme on dit, cher docteur, cher professeur, on met le point ES, etc. La haine de la civilisation qui prend le tournant racialiste. Je vous envoie encore à cet article paru dans le New York Times avant-hier, où un professeur de Princeton University dit, c'est un dominicain devenu professeur dans cette prestigieuse université états-unienne, déclare qu'il veut lutter contre la Grèce antique et contre le Rome antique, c'est-à-dire depuis sa chaire professorale d'une des plus prestigieuses universités du monde, pour vaincre la suprématie blanche et tout ce qui est son héritage. New York Times, qui a vaincu Donald Trump et ses derniers recours politiques
de l'Occident, eh bien, lui offre quasi une page pour exprimer ses folies furieuses. Et ce n'est que l'exemple, ce n'est que l'illustration vers quoi nous allons, parce que je suis sûr que l'ensemble du corps professoral va s'agenouiller devant cette idée perspicace, puis naturellement des journaleux et naturellement les hommes politiques vont obéir, et le simple fait de citer, se référer même à Homère, à Hésiode, à Échille, va valoir dans quelques décennies peut-être, ou peut-être beaucoup plus rapidement qu'on ne croit, les procès pénaux. Et ce sera assimilé à, comment dire, à l'incitation à la haine. À la haine Bon, le New York Times, qui est quand même l'organe de presse de la communauté juive de gauche de New York, je crois qu'il faut le définir qui il représente et la voix qu'il porte, néanmoins ne représente pas le monde entier. Je me fais l'avocat du diable, Oui, littéralement, pour la chose. Il y a beaucoup de pays où cette caste de gauche n'est pas représentée. Je pense à l'Asie, je pense à la Russie, je pense à beaucoup de pays de l'Est. Pour l'instant, ne voient pas les choses comme ça, et heureusement. Et tu penses que ça va s'étendre? Je pense que ben, toute mon expérience, en fait, me le dit. Quand je suis arrivé à l'université française encore en tant qu'étudiant, ben, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu des vieux trotskistes qui, dans leur jeunesse, étaient encore éduqués par la Troisième République, voire, ce qui est encore mieux, par l'État français. Donc, ils avaient, d'ailleurs pour leur carriérisme, naturellement, accepté ces folies furieuses qui étaient à l'époque l'immigrationnisme et le féminisme seulement. Pas plus que cela. Il n'y avait pas de gender, il n'y avait pas de toutes ces folies que nous voyons maintenant et qui sont intégrées au sein de notre société. C'était assez drôle de suivre leur cours puisque mon premier diplôme de troisième cycle, c'était à l'école de haute études en sciences sociales de Paris. Donc c'est le temple même du trotskisme et de ma communauté juive ashkénaze, puisque quand j'ai étudié, quand je faisais mon premier diplôme, donc DA, diplôme des études approfondies, dans le centre d'études russes, de EHEC, j'étais comme dans une yeshiva, comme dans une synagogue. Effectivement, il y avait très peu des personnes qui n'étaient pas comme moi. Voilà, il faut bien le dire. Mais même dans cet univers de la gauchiasse à l'ancienne, disons cela, du trotskisme victorieux en Occident, eh bien, on parlait des études féministes, par exemple, comme des études extrêmement engagées. Encore, il y avait du bon sens. Je suis allé partout là-bas, pour paraphraser le titre d'un journal célèbre, et je suis allé, par exemple, dans les cours du féminisme. Donc, et là-bas, c'était avant que je ne commence mon enseignement à la Sorbonne, c'était en 1996. Donc, il y a très peu de temps, il y a à peine un quart de siècle. Et dans ces cellules de l'enseignement des séminaires du féminisme, eh bien, on voyait les cellules de la société que nous avons partout en Europe occidentale, comme moi je l'ai ici, par exemple, en Suisse alémanique. Qu'est-ce que c'était? C'était une femme professeure. Encore à l'époque, il n'était pas possible de féminiser les titres, par exemple. C'est extrêmement important actuellement dans ce milieu. Eh bien, à l'époque, elle se disait professeur, il mettait un E à la fin. Quand je suis arrivé, je faisais à l'époque beaucoup de karaté. Souvent, je sortais mon cahier, il y avait les gonds qui tombaient. Donc, c'était une injure envers tout ce beau monde qui était présent là-bas. Mais dès qu'elle apprenait que je suis juif, eh bien, c'était acceptable pour elle parce que
j'étais dans son esprit le porteur de nuisances à ma façon. C'était extrêmement intéressant de voir. Elle se calmait tout de suite. Donc d'abord, elle voyait le mâle alpha et pour la suite, oh, bah, ça va, il va se battre de notre côté. Qu'est-ce qu'il y avait encore, par exemple, dans ces séminaires, je ne donne que seulement cet exemple, qui sont devenus depuis les professeurs universitaires qui interviennent partout en France, qui donnent des leçons du monde entier. C'était toutes ces femmes mal dans leur peau, visiblement. C'était ces femmes françaises et halogènes qui ne deviendraient jamais mères. On voyait bien que ce sont des malades mentales. C'était aussi des hommes déphasés et ils avaient un langage à eux, un langage auquel j'ai accédé, exactement comme si je entrais dans une cage de singes dans un zoo. C'est intéressant, tu comprends, mais c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais donc on nous parlait de choses tout à fait folles, et on est encore, il y a 25 ans, au centre de Paris. Eh bien, on parlait de théorie de genre, d'une folie furieuse, par exemple, le sexe, ce n'est pas du tout la même chose que le genre. Donc, vraiment, des folies, ou que la femme doit pas faire les enfants, absolument pas, qu'il faut avoir de la parité. Et que les hommes blancs sont oppresseurs, tandis que ceux-là qui sont gentils, qui viennent d'ailleurs, ils ne le sont pas, puisque eux, ils sont aussi oppressés que nous sommes les femmes blanches ici, etc., etc. Donc, je sortais de là-bas, j'étais dans un univers de la gauchiasse trotskiste. Je sortais de ce séminaire du féminisme hystérique, eh bien, je traversais le seuil et je me retrouvais dans un autre monde. C'était, disons, les trotskistes à l'ancienne, qui, eux, étaient différents des stalinistes. Par la suite, j'ai quitté ce boulevard Raspail du 6e arrondissement, et bien, je me suis retrouvé dans Paris à l'ancienne. J'étais extrêmement proche du Front National, j'étais proche, je me suis commencé par me rapprocher de l'Action française, c'est le journal qui m'a offert ces colonnes de l'époque de Pierre Puget dans quelques années. Donc je me suis retrouvé dans une France à l'ancienne. Donc tu vois, et j'ai passé, c'est une réponse à ta question, ce qui va nous arriver. J'ai passé d'une microcellule de psychopathes, pour la plupart fonctionnaires de l'État français, déjà, puisque voilà, qui avaient les tribunes internationales, qui publiaient partout, qui voyageaient partout, mais qui voyageaient, tu vois, comme c'était les réunions de sorcières dans le monde entier. Je vous dis sorcières, mais c'est de deux sexes, parce qu'il y a aussi des fous furieux du sexe masculin. Voilà. Et peu à peu, cet univers que même les trotskistes ashkénazes détestaient, ils le prenaient je me souviens, un professeur qui a enseigné l'histoire de France de façon extrêmement engagée des côtés des résistants, eh bien, elle a dit les études du féminisme, c'est-à-dire il ne disait même pas le terme écorché du genre, c'est les écorcher même la langue, d'utiliser la terminologie à elle. C'est le dernier, il pensait que c'est la fin, c'est le terminus des études engagées en France. Mais non, tout était faux. Parce que de ces microcellules, tu vois, comme les alliés, comme tu vois, tu sais, ces créatures extraterrestres qui s'implantent partout et qui vont, et qui par la suite se propagent à travers la Terre, comme dans tous ces films de science-fiction, eh bien, ça c'est propagé à travers la France, ça a propagé à travers l'Occident. Et maintenant, les terminologies, l'idéologie, la haine, les pulsions primaires et bestiales des femmes incapables d'avoir des enfants, et qui font de ça le militantisme, ça a devenu l'Europe. Les États-Unis, je ne te dis pas, parce qu'en fait, tout ça, c'est arrivé des États-Unis. Et à l'époque, mes parents vivaient déjà aux États-Unis, donc je voyageais entre Chicago, la Californie et l'Europe. C'était le voyage quasi annuel pour moi. Je voyais que
chez les États-Unis, c'est quasi normal. Mais en Europe, c'était pittoresque à l'époque. Ici, on disait, si par exemple je sortais dans un club de sport, dans un club de boxe que je faisais à 15 minutes dans le métro, et je disais, voilà ce qui va nous arriver, et je commençais à raconter, regardez où j'étais il y a 15 minutes, je pouvais même, les caméras n'existaient pas encore, mais je pouvais au moins enregistrer les Folies Furieuses que j'ai écoutées là-bas. On me disait, mais pour qui tu nous prends? Par la suite, sans doute, ils utiliseraient les termes que je n'oserais même pas utiliser devant la caméra ici. À l'époque, on pouvait les utiliser partout. Eh bien, naturellement, mais actuellement, c'est comme ça. Actuellement, nous vivons dans l'univers imposé par ces détraqués mentaux. Et pire encore, nous avons le code pénal qui est de leur côté. Et c'est extrêmement rapidement. Et par exemple, là, je vis en Suisse alémanique, et bien ici, le terme antiféminisme, c'est l'équivalent de Frauenfeindlich. C'est l'équivalent des misogynes. Tu comprends? C'est-à-dire, si je dis je ne suis pas féministe, c'est-à-dire j'aime les femmes et je ne veux pas qu'elles soient perverties par des détraqués, eh bien, la première réaction d'un homme même de base, ce sera tu détestes des femmes. Tu comprends là? Je ne sais pas si en Suisse romande c'est comme ça, mais voilà. Et en Allemagne c'est pareil. Et en Scandinavie, que je connais bien, on avait discuté la dernière fois de Bergman et du national-socialisme, eh bien c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'on a fait en France? On va au fond de campagne, où il reste encore quelques Français éventuellement. Eh bien, on parle avec les gosses. Les gosses, ils sont faits pareil. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé des commissaires de second niveau qui les ont enseignés, qui leur ont enseigné ces choses-là depuis une vingtaine d'années déjà. Et les choses sont faites. Maintenant, tu me parles de Russie. Eh bien, je connais des dizaines de milliers de personnes en Russie. C'est un exemple parfait. Eh bien, qu'est-ce qui se passe actuellement en Russie? Eh bien, la Russie se situe exactement comme la France, par exemple, en 1995. Exactement la même chose. C'est-à-dire, les professeurs universitaires, partout dans les universités russes, ce n'est qu'un exemple. Et pour cela, il ne faut pas être membre d'une fondation de Soros. Eh bien, ils utilisent exactement la même terminologie. Études de genre, toutes les colloques, la plupart des colloques sont destinés dans cette direction. On utilise les terminologies de détraqués mentaux qui dit les 6 genres. Et voilà, toute cette folie sortie des universités états-uniennes, totalement implantées maintenant ici chez nous, et maintenant on les exporte plus à l'Est, puisque naturellement nous sommes en guerre idéologique. Et même maintenant, naturellement, si on quitte les deux capitales, à savoir Moscou et disons, Saint-Pétersbourg, et surtout les milieux extrêmement huppés de ces villes, eh bien, on fait 300 km dans la Russie profonde. Non, mais c'est exactement la même chose qu'il y a 25 ans, quand on quittait Paris, si on allait en France profonde, je le voyageais, je l'ai parcouru à pied, eh bien, naturellement, on ne pouvait pas tenir ce langage. Sauf que on propage cela. Et même si de Russie, on a chassé la quasi... J'espère que l'ambassade de Russie à Berne nous écoute, ou à Paris, ils le savent parfaitement, naturellement, ce que je dis. Mais sauf que, contrairement à eux, moi, je détiens le dossier de l'université française depuis un quart de siècle, le dossier interne. Eh bien, la Russie, par exemple, la Fédération de Russie a chassé depuis quelques années la fondation de Soros et apparenté. C'est même pas la peine de le voir, ils l'ont fait, c'est bien. Mais c'est pas la peine parce que tous ces centres de recherche de la République dite française, eh bien, implantés par exemple au centre de Moscou, eh bien, tenus par des fonctionnaires français, avec les passeports, le visa de travail de Russie, eh bien, ce sont, pour simplifier, des fondations de Soros sous le drapeau français. Et ça finance
ça finance à de dizaines, de centaines de millions d'euros les Russie. On prépare naturellement la fin de l'équipe de Poutine. Ne l'oublions pas qu'on se moque de M. Sleepy Biden. Mais Sleepy Biden, il n'a qu'à peine 10 ans plus que M. Poutine. Biden est né en 1942, M. Poutine il est né en 1952. Et donc, il y a toute une équipe qui peut éventuellement partir et qui va le remplacer. Et malheureusement, c'est exactement le même type de détraqués mentaux que j'ai rencontré, par exemple, à l'école d'études en sciences sociales à Paris. Entre parenthèses, c'est grâce au diplôme de 3e cycle de cette école que j'ai obtenu mon premier poste à la Sorbonne et directement enseigné à la 3e année d'étudiant. Donc, sans aucune expérience. Donc, vraiment, on voulait que je entre dans ce milieu et que je commence à mon tour être le destructeur, parce que selon eux, je n'avais pas, ils me jugeaient aussi sur les critères raciaux, c'est-à-dire je suis un juif ashkénaze, je suis doué, et donc je n'ai pas d'amour de beau et de vrai, je détesterai de l'ordre par conséquent. Ils m'ont offert tous les sérails de l'intérieur, j'avais tout vu, jusqu'à ce que je ne cesse d'enseigner à l'université de Nice-Sophie Antipolis, actuellement ça s'appelle l'université de Côte d'Azur, jusqu'en 2012, c'est-à-dire pas mal d'années. Et par la suite, j'étais en contact avec ce mammouth fou qui est l'enseignement supérieur français par le biais de le Conseil national des universités. C'est un soviet qui vous permet, qui vous donne le tampon d'accès seulement de chercher un poste universitaire dans l'univers, dans une université française. C'est-à-dire, sans ce tampon, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vous rencontrez, suivez un peu l'actualité dans le Google en langue française, anglaise et allemande liée à ce qui m'arrive actuellement. Je ferme parenthèse. Eh bien, effectivement, je connais parfaitement ces milieux et je connais surtout la structure, comment cela fonctionne. Ça commence toujours aux États-Unis. Et ce qui va se passer actuellement lorsque, disons les choses comme elles sont, Madame le Président Kamala Harris arrive au pouvoir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir toutes ces études du genre mélangées avec les études post-coloniale, c'est-à-dire de la haine racialiste envers le peuple blanc, n'est-ce pas? Et ça va devenir l'idéologie des hommes et des femmes, et de tout ce qu'il y a entre eux, politiques américains. Tout de suite, les journaleux vont sauter, la nouvelle idéologie encore plus destructrice, déjà les Blancs se mettaient pas mal aux États-Unis à genoux par un réflexe racial, ça va descendre au niveau secondaire et ce n'est pas quelque chose de momentané. Bien sûr, les Blancs vont résister, tout ça, mais au bout de 7-10 ans, on va obtenir la génération de détraqués, c'est-à-dire pour qui même le fait de construire une phrase correcte va devenir le signe de l'extrême droite, c'est-à-dire comme on disait, la grammaire est fasciste, eh bien on va devenir même une phrase correctement construite est national-socialiste. Et par la suite, parallèlement, on va les déplacer chez nous. Et ça va être extrêmement rapidement parce qu'à l'époque, par exemple, si on s'intéresse par exemple au milieu universitaire encore des années 1990, en France, par exemple, regardez l'université de Lyon 3, tous ces historiens, tous ces professeurs de lettres, eh bien, on savait résister. Ils faisaient soutenir les thèses pour lesquelles maintenant on va à la casse-prison en France. Et je ne veux pas, pour l'instant, vous dire, chers spectateurs, de quoi on parlait dans ce thèse doctorat. Mais bon, voilà. Mais maintenant, on n'ose même pas évoquer l'existence de ces travaux.
Ma thèse de doctorat extrêmement soft sur Nietzsche et Nabokov, eh bien, il y avait une cinquantaine de professeurs universitaires qui ont dit qui ont dit par écrit, dans leur pseudo-expertise, que ce que j'ai écrit dans ma thèse sur Nietzsche et Nabokov, c'est nul. Et par ailleurs, on a pompé l'ensemble de mes découvertes, on les avait exportées dans le monde anglo-saxon, on a trouvé une petite ordure qui a soutenu la thèse sur mes découvertes, en stérilisant les conclusions de tout ce que j'ai fait. Eh bien, et on lui avait en plus offert un prix universitaire, c'est-à-dire ma thèse de doctorat Nietzsche et Nabokov soutenue tout simplement où j'analyse les textes, je fais analyse littérale, mais je le fais en tant qu'amateur, dans le premier sens du terme, du verbe, avec du logos, avec l'âme de majuscule, c'est-à-dire je les respecte, c'est-à-dire je lis Nabokov en russe, je lis Nabokov en français, puisqu'il écrit aussi les œuvres en français, je lis Nabokov en anglais, je lis Nietzsche en allemand. Et par la suite, je dis qu'on ne peut pas lire Nietzsche en version originale, en fait, on ne peut pas s'y approcher si on ne lit pas le grec, si on ne lit pas le latin. Et donc, je passais des années d'abord à étudier l'ensemble de ces langues et par la suite, je fais une analyse. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a castré le travail de l'ensemble de l'œuvre de Nietzsche et de Nabokov sous ma plume et on a offert ça à quelqu'un qui a pompé mes thèses, mes découvertes seulement et il ne maîtrise aucune langue sauf sa langue maternelle anglaise. Voilà, donc bon, c'est ridicule, mais c'est comme ça et donc, et en même temps, on applaudit cette créature que je ne veux même pas nommer, parce que tout simplement c'est une marionnette d'un clan franco-israélo-américain, voilà. Lisez des dizaines d'articles qui paraissent actuellement à ce sujet, au sujet des plagiats de ma thèse de doctorat, mais ce n'est que l'exemple. Et ce que j'ai écrit d'ailleurs dans cette thèse de doctorat, c'est la prévision que je vous fais actuellement. Je dis, le socratisme fustigé par Nietzsche, c'est-à-dire lorsqu'on a mis cet amour, cet optimisme hors des frontières envers l'ensemble de la population humaine, eh bien, ça fait à la fin et extrêmement rapidement chasser des créateurs du logos. Et donc, dans le jour où le logos n'est pas créé, les poètes n'agissent pas, les ingénieurs ne peuvent plus aller au bout de leurs pensées. Pour l'instant, on laisse agir parce que souvent, naturellement, les ingénieurs, ce que j'appelle les civilisations d'ingénieurs, il y avait eu des civilisations d'ingénieurs à la fin de l'époque grecque, à la fin de l'époque hellénistique, à la fin du Rome, c'est-à-dire lorsque on ne croyait plus dans les divinités ancestrales, lorsqu'on méprisait ses racines ethniques, lorsqu'on méprisait sa langue, mais le techné continuait à fonctionner. Et là, nous faisons continuer à fonctionner encore pendant une petite génération, pendant 2 générations, et pour la suite, ça s'est effacé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hordes de barbares qui arrivaient. Mais à l'époque, là, je ferme cette parenthèse politiquement extrêmement incorrecte, ces barbares qui arrivaient, fréquemment, ils étaient de même souche que les créateurs de civilisation. Tout simplement, ils avaient quelques centaines d'années de retard. Donc, ils venaient, ils absorbaient du verbe des vaincus qu'eux, ils ont vaincu. Cette fameuse phrase de Horace, n'est-ce pas, sur la Grèce capte fierum victorum cepit, n'est-ce pas? C'est-à-dire la Grèce vaincue, elle s'est emparée, n'est-ce pas, du Rome en quelque sorte vainqueur et qui est devenu sa puissance du verbe, n'est-ce pas? Ce qui fait dire à Nietzsche que lorsque le grec enfin il est dégradé au sein du Rome,
c'est là que Rome a chuté. C'est une pensée extrêmement profonde, je pense, qui brise les anachronismes que nous impose le monde. Et effectivement, quel est le danger, effectivement, de ce que nous vivons actuellement, qu'on appelle le cosmopolitisme? Eh bien, une forme de cosmopolitisme, je veux dire, la globalisation, non seulement la globalisation, mais également le globalisme, c'est qu'en fait, il n'y aura plus, au bout de quelques décennies, de nouvelles générations de tribus des mêmes souches, on les appelle indo-européennes, mais il vaut mieux le dire ariennes, parce qu'indo-européen, c'est plutôt la langue, qui viendraient et qui pourraient faire régénérer l'humanité, n'est-ce pas? Puisque c'est seulement, bon, je sais pas, je suis un juif ashkénaze, il y a pas mal de nationalistes blancs qui disent, peut-être à juste titre, que les ashkénazes tels que je suis ne sont pas blancs. Bah, soit, mais la vérité, l'amour de vérité me fait admettre qu'il n'y a seulement très peu de civilisations et leurs porteurs surtout, puisque les civilisations sont portées seulement par un type de l'humanité, eh bien, seulement ce type de civilisations sont capables d'être d'abord concevoir l'idée, puis la réaliser, et puis par la suite la porter, je veux dire, la rendre utile, c'est-à-dire concevoir, réaliser, et par la suite la rendre utile dans le quotidien. Il y a seulement une seule civilisation qui serait capable. Les autres ne font que pomper et copier, n'est-ce pas? Eh bien, voilà ce que je dis, et c'est pour cela que est ma vision assez pessimiste que je vous ai déclarée, chers spectateurs. Alors, pour continuer à me faire l'avocat du diable, bien que je sois d'accord sur ce constat, je dirais deux choses. C'est que si ce processus est rapide, et si rapidement nous nous retrouvons avec des populations de babouins porteurs de téléphones, de smartphones, très rapidement, il n'y a plus rien qui fonctionne parce que plus personne n'a les compétences de faire fonctionner les machines. Et donc, le système s'effondre et survivent les plus qualifiés d'entre nous, les plus compétents, les plus chanceux aussi, les plus solides. Et dans cette définition, j'exclus beaucoup des gens que tu as décrits dans ta description. Deuxièmement, il y a de plus en plus à travers l'Occident, parce que ça a été un outil du cosmopolitisme, si on veut, des populations dont l'idéologie religieuse est extrêmement conservatrice, pour utiliser ce terme, et qui s'est probablement philosophiquement arrêté il y a un millier d'années. Et il me semble que donc si le monde brillant indo-européen, il a un poison qui est le cosmopolitisme, qui le détruit malgré sa brillance, j'ai l'impression que la brutalité archaïque de l'islam est le poison du cosmopolitisme. Ou peut-être je suis je mets trop d'espoir dans ces populations et cette religion, parce que c'est vrai que il est aussi maîtrisable, l'islam, on le voit dans certains pays. Je ne sais pas comment tu vois ces deux propositions que j'ai fait là. Je le vois avec une vision plutôt anthropologique, c'est-à-dire effectivement on peut installer, il y a la lutte entre l'islam, mais qu'est-ce qui moi je pense que ce que fait, pourquoi la vision nietzschéenne est tellement perspicace, est parce que c'est souvent l'anthropologue et le médecin qui regarde. Donc, il a une vision à long terme. Et d'ailleurs, il y a plusieurs hommes de lettres qui sont inspirés de cette idée. Chacune des expressions politiciennes du moment est ce qu'on dit actuellement dans le cercle religieux judaïque, le voix de la race, c'est-à-dire l'expression de la race, mais à long terme. C'est assez drôle. C'est-à-dire, et comment te dire,
sur le plan anthropologique, déjà, pour répondre, de dire que les êtres les plus doués gagnent. Et je pense que cette idée de Nietzsche elle est précieuse sur le fait que ce n'est pas nécessairement, suivant une logique implacable, que les êtres supérieurs qui emportent. Pas toujours, je suis d'accord. C'est-à-dire que, disons, faisons cette expérience qu'on fait beaucoup d'ex-soviétiques dans le milieu carcéral, grâce aux trotskistes et grâce aux purges des trotskistes sous Staline, qu'on appelle les purges staliniennes, et finalement les purges trotskistes. Eh bien, quand on met dans une cellule, disons, 30 personnes, eh bien, il y a 10 poètes et artistes, 10 ouvriers et 10 abrutis, criminels professionnels, meurtriers. Eh bien, on les laisse, et on les laisse mijoter dans ce jeu. Eh bien, on arrive à cette cellule au bout d'un mois. Eh bien, que nous voyons et que vous direz n'importe quel criminologue de base ou quelqu'un qui a fait de l'expérience carcérale tout simplement, eh bien le haut de l'échelle est tenu par les êtres les plus abrutis, peut-être avec un IQ de 60-70, puis au-dessous d'eux se trouvent des ouvriers professionnels, disons les colchosiens qu'on mettait dans les cellules de l'époque de purge, et tout au-dessous de l'échelle hiérarchique se trouvent des poètes et des artistes. Et ce que nous offre le monde actuel, c'est pour cela que je vois beaucoup de personnes s'agiter sur le plan que ceux qui nous parviennent, par exemple, ceux qui nous gouvernent, comme on les dit, sont des parfaits abrutis. Mais c'est normal. C'est normal. Vous avez voté pour cela, c'est vous qui sortez de même université. On avait discuté encore la dernière fois, me semble-t-il, lors d'une vidéo avec Daniel Conversano sur mon livre Bergman et national-socialisme. Cette vidéo n'est pas encore sortie. Mais, oui, lorsque le président de la République française actuelle va au mémorial de Charles de Gaulle, je vais dire Philippe Pétain, et pour 50 ans de sa mort, il a qu'à écrire 3 lignes en sa langue maternelle. C'est pas comme moi qui est un métis qui parle le français avec un accent. Le français, c'est sa langue maternelle. Il se fait passer pour un grand philosophe, bras droit du philosophe Ricoeur et tout cela, fait par son épouse et les compagnes de son épouse, qui a fait de prison d'ailleurs aussi. Vous connaissez le programme présidentiel, la campagne présidentielle de Macron. Eh bien, dans les 3 lignes qu'il doit écrire en français, il fait une faute de conjugaison. Donc, et ce n'est que l'illustration de l'univers dans lequel nous vivons. Par exemple, effectivement, progressivement, par exemple, j'analyse avec beaucoup de passion c'est ce que nous retrouvons actuellement sur TikTok. C'est une plateforme où les gens, d'ailleurs de divers âges, mais souvent une jeunesse certaine, qui s'expriment, mais ils s'expriment par des onomatopées, par des mimiques, par des grimaces. Il y a les smiles qui sortent, et en fait, jamais une phrase correcte ni construite, mais je suis persuadé que c'est les générations de professeurs universitaires extrêmement arrogantes qui ont fabriqué cette génération de débiles mentaux, et le stade suivant sera que une phrase construite dans l'univers vers lequel il nous pousse et qu'il promeuve avec acharnement, et peu importe quelle ethnie c'est, eh bien, une phrase correctement construite où le masculin emporte sera pénalement punissable.
retenez ce que je vous dis. C'est assez drôle parce que on est au début, c'est juste un exemple, j'ouvre parenthèse. Nous sommes actuellement, aujourd'hui, le 4 février 2021. Il y a exactement un an, ici, en Suisse alémanique, j'ai donné une interview à Daniel Conversano. Et cette interview enregistrée était diffusée, malheureusement, 2 mois plus tard. Donc, on était déjà en plein coronavirus, mais je l'avais dit euh, le 1er février ou le 2 février d'il y a une année. J'ai dit, bientôt, les Européens ne pourront plus se déplacer, ils seront collés à l'intérieur de leur pays. Vous pouvez retrouver cette phrase. Cette vidéo a été rediffusée le 5 avril, mais je l'avais dit le 1er février. Eh bien, en revanche, on va nous apporter toujours des cargos des envahisseurs depuis l'Afrique et l'Asie. Oui. Mon interlocuteur, il sourit, par courtoisie, naturellement. Peut-être il croyait ou pas, mais même moi, je ne croyais pas que ça va se passer au bout de quelques semaines. Donc, et, et ça s'est passé, et nous vivons maintenant, parce que je vous rappelle, chers spectateurs, que si nous sommes, encore il y a une année, nous vivions dans un univers où on pouvait tout simplement se serrer la main. Et sans aucune peur, on marchait partout, on pouvait embrasser une femme sans dire tiens, j'ai un certificat, etc. Et surtout, je vous rappelle ce qui s'est passé pendant à peine 10 mois, c'est-à-dire depuis le mars, lorsque les confinements ont commencé à travers le monde, chez nous en Suisse et en France, etc. C'est que les mêmes professeurs universitaires qui vous disent, donc les hommes politiques, etc., qui vous disent que les frontières, on ne peut pas les surveiller. Lorsque un mouvement de jeunesse française essaie de seulement signaler les Françaises, on essaie de dissoudre ce mouvement, on leur fait un procès pénal. D'accord. Et en même temps, comme dit l'autre, on enferme chaque Français, on trouve un flic ou un drone pour surveiller, n'est-ce pas, que le monsieur ou la dame reste dans son domicile et qu'il ne traverse pas ou qu'il sort et qu'il a un certificat. Et par la suite, il y a un déconfinement, par exemple, pendant l'été. Eh bien, les mêmes professeurs universitaires qui disent oui, c'est bien d'enfermer les Français à l'intérieur, ils vivent dans une telle dissonance cognitive qu'ils ne voient pas le lien entre le ridicule que les Français, on les enferme et on peut les surveiller, on est capable de les surveiller, par exemple les Allemands, etc., à l'intérieur d'un domicile, mais le pays doit être ouvert par idéologie. Et par la suite, il y a le reconfinement, il y a le déconfinement, excusez-moi, les frontières sont ouvertes et de nouveau, on dit, bah, les mêmes vous racontent que comment dire, bah, les frontières, on ne peut pas les surveiller. Donc, on vit dans une totale schizophrénie, mais pourquoi on dit que la population l'accepte? Bah, la population l'accepte parce que je pense que il y a le problème anthropologique et que s'il n'y a pas de révolte de masse, parce que ces élus sont effectivement élus, ils sont acceptés et qu'il y a effectivement une perte de Willensmacht, de la volonté de puissance, de l'exister de l'humanité. Et tu m'as dit, ça j'ai répondu en quelque sorte à la première de ta question, et je viens à la seconde. Eh bien, je pense que quand le père de famille ne remplit pas son rôle, les enfants deviennent dégénérés sous diverses formes. Eh bien, quand une ethnie guide de l'humanité ne remplit pas son rôle, eh bien, toutes les autres ethnies vont se relâcher. Et ça va être la fête du slip, comme on dit en Suisse. Alors, je continue dans mes alternatives. Il reste l'Asie, qui est multiple, qui a beaucoup de formes. Il y a le sous-continent indien,
il y a bien sûr la Chine et le reste de l'Asie qui a ses compétences. Quel espoir pour l'humanité pouvons-nous mettre dans l'Asie, selon toi? Bah, c'est un continent que je connais relativement peu, dans la mesure où je n'ai jamais vécu là-bas. Donc, je n'ai pas de l'expérience réelle de vie et de travail. Je connais bien le Japon, mais seulement par les séjours de stage du karaté. C'est-à-dire, je connais le Kyoto, où il y avait le maximum de stages que j'ai fait. Je connais l'île de Okinawa. Pour les Japonais, ce n'est pas le Japon, mais bon. Eh bien, c'est une civilisation extrêmement particulière. Je parle seulement, et les autres, j'ai seulement parcouru en vacances, donc je ne peux pas le dire. Mais je connais aussi un univers qui est l'Extrême-Orient russe. Et là, en Extrême-Orient russe, là où j'ai vécu, où j'ai enseigné, eh bien, on est en contact permanent avec les deux Corées, parce que même si les deux Corées se détestent et ne peuvent pas se supporter, eh bien, en Russie, on s'ouvre idéologiquement aux Corées du Nord et économiquement aux Corées du Sud. Eh bien, voilà, et naturellement, la Chine immense, la Mongolie, et voilà. Donc, la Russie est un continent en soi, et effectivement, il y a aussi les êtres, les Asiates là-bas, je dirais, les êtres, la race jaune, comme disait Céline. Eh bien, eh bien je ne peux pas, j'ai vraiment beaucoup d'admiration envers les civilisations et les cultures japonaises. Mais je pense que la puissance de cette civilisation, comme toutes les civilisations, se trouve premièrement qu'elle est su se protéger de façon, parce que c'est une civilisation insulaire. Je me fixe sur le Japon parce que c'est l'univers où je suis un extrême occidental, mais le Japon, par les arts martiaux et par la culture, je l'admire et avant, je l'ai fréquenté de manière quasi annuelle. Eh bien, on voit bien le mal-être, par exemple, de cette civilisation-là, parce qu'ils ont su maintenir le bulle de leur puissance raciale pendant des siècles. Ils ont su cultiver leur art guerrier et également une certaine douceur de vivre. Parce qu'il y avait, et donc cette douceur de vivre d'une société qui se sépare en castes, c'est très important, eh bien, ça enferme une certaine violence à l'intérieur d'une caste et ça vous permet de faire fleurir faire le fleurage de vos arts liés à votre race. D'une caste créatrice, des poètes, etc. Je ne vous parle pas de l'art de geisha. Et donc, et on les avait. Et aussi, qu'est-ce qui se passait à une certaine époque, c'est-à-dire il y a plus de 100 ans, plus de 150 ans, eh bien, c'était le retour au paganisme ancestral, c'est-à-dire ils se sont éloignés, n'est-ce pas, du bouddhisme qui est une religion emportée, n'est-ce pas, et ils sont encore allés chercher la puissance spirituelle dans le paganisme, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, seulement dans le Japon, eh bien, ils ont acquis une telle volonté de puissance ethnique que ces petites îles commençaient par mettre à genoux l'univers entier. C'est cela. Mais ils ne le faisaient pas grâce à ces supériorités techniques qu'ils ont apportées de Grande-Bretagne, des États-Unis et de l'Allemagne, mais ils ont utilisé leur antique puissance raciale qu'ils ont cultivée exactement comme en Occident. La fameuse Renaissance est due précisément non pas grâce à la Renaissance, mais au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Et tous ces êtres, tous ces grands créateurs comme Benvenuto Cellini de Renaissance, eh bien, ce sont les êtres du Moyen-Âge qui
qui se sont enrichis, que par la suite, il y avait une explosion pendant cette époque, laquelle n'a pas emmagasiné aucune force. C'est cela. Eh bien, ce à quoi on aboutit par exemple en 1945, où cet État, le Japon, cette île peuplée seulement d'une ethnie asiatique, devient insupportable à la puissance cosmopolite. Et il faut l'exterminer, il faut le mettre à genoux à tout prix. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on parle de Hiroshima et Nagasaki, mais le reste du pays, c'était aussi rasé par des bombes. Ce qui était, par exemple, à Hambourg ou à Dresden, eh bien, la totalité du Japon l'était. La capitale du Japon, le Tokyo, eh bien, c'était rasé à 95%. Eh bien, qu'est-ce qui fait la puissance cosmopolite sous l'uniforme américain qui arrive? Eh bien, on efface, on impose en fait l'effacement du paganisme, c'est-à-dire c'est fini, le shintoïsme on le chasse et on impose une nouvelle religion, on interdit avoir l'armée telle qu'elle était, naguère, et on investit vraiment sur cette île pour castrer cette ancienne puissance. Et c'est assez drôle de le voir quand on vient au Japon et on essaie et on fait les arts martiaux, donc on va dans les dojos, c'est-à-dire seulement là où un homme japonais peut se revendiquer assez fièrement de ses origines. Le nationalisme peut s'exprimer au Japon beaucoup plus librement que, par exemple, en France. Il n'y a pas un tel ethnomasochisme, naturellement, mais c'est seulement là. Et que par la suite, il faut être extrêmement courtois, distinguer, se tenir à distance et surtout pas offenser. Je veux dire, dès qu'on enlève le karatégi, on s'habille en costume, eh bien, on est tout un autre être. Donc, c'est une certaine schizophrénie. Et par la suite, il y a une autre forme de schizophrénie si on par exemple, on pratique un style du karaté tel que Kyokushin, comme on dit. C'est c'est un style de karaté, mais qui était importé par un Coréen au Japon, qui était inventé au Japon par un Coréen. Donc, c'est une certaine schizophrénie. Donc, je suis un Japonais, je viens de manifester ma puissance de mal alpha dans ce style qui est en fait le plus violent de son expression. Demain encore, je me fais opérer parce que j'ai pratiqué un peu trop ce style dans ma jeunesse. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mais je manifeste ma puissance japonaise, mais je sais que ce n'est pas mon art ethnique, mon art martial ethnique. Il y a vraiment, on voit bien qu'il y a des doublements de personnalité. Mais effectivement, quand on commence par étudier effectivement cet univers extrêmement hétéroclite et extrêmement nuancé qui est l'Asie, le peuple jaune, pour leur dire, eh bien, il faut dire quand même que c'est un monde extrêmement distinct et disons, anthropologiquement, on ne peut pas se pied. On parle, par exemple, ici en Europe, même à Moscou et à Saint-Pétersbourg, on parle, par exemple, de la Chine, la puissance chinoise. Mais, par exemple, la puissance chinoise, c'est une multitude de peuples, n'est-ce pas? C'est assez drôle de voir que, par exemple, jusqu'à présent, la Chine, malgré sa puissance de nombre et de militaire, n'a pas, dans l'époque moderne, n'a pas emporté de bataille ni de guerre parce que ce qu'on appelle le chinois, eh bien, c'est une multitude de peuples qui ne se comprennent peut-être même pas. Et également, à l'intérieur de cette Asie, il y a également des haines ancestrales. Donc, par exemple, et le mépris ancestral qu'on ne trouve même
qu'on trouve naturellement parmi les anciens maîtres et les anciens esclaves. Mais par exemple, ici en Occident, on nous enseigne la haine, par exemple la haine de l'allemand, mais seulement de l'allemand d'une certaine époque, de 1933 ou 1944. Avant, les Allemands étaient gentils, après, les Allemands étaient gentils. Donc, c'est seulement cela qu'on doit haïr. N'est-ce pas? Tandis que si on rencontre un Chinois de base, tout simplement, un travailleur, d'ailleurs actuellement, un Chinois moyen, qui a un revenu moyen, bientôt ça va passer aisément un travailleur français, n'est-ce pas? Donc financièrement, il est tout à fait, ça tient quoi. Eh bien, pour lui, un japonais, c'est un barbare, mais ce n'est pas lié seulement à des périodes de l'occupation japonaise et des affrontements, c'est tout simplement par nature, c'est un barbare, c'est un abruti. Et tandis que si moi, je pratique mon art martial chinois, qui est une douce, disons, une justesse, une douceur, l'esprit donc d'équilibre et d'équité, tandis que celui-là, c'est un abruti, c'est un japonais, et vice-versa. Chez les Coréens, par exemple, non seulement si on oublie cette haine de deux Corées, qui va rester, même si les deux Corées vont s'unir, qui va rester, qui va perdurer, eh bien, en Corée, il y a une haine ancestrale avec envers le Japon, il y a un certain mépris avec des peuples tels que les Laotiens, il y a effectivement une certaine détestation envers cette puissance de Chine, etc. Donc, effectivement, je ne pense pas que anthropologiquement, nous avons notre salut dans la race jeune, pour dire les choses comme elles sont, même si la Chine devient un empire national socialiste qui peut unir sur cette idée de puissance et de l'unification de tous les courants politiques, parce qu'actuellement on dit la Chine communiste, mais ce n'est pas un pays communiste du tout, ce n'est pas du tout un pays marxiste-léniniste, il ne pratique pas le marxisme, et non, c'est tout simplement un pays qui a uni l'ensemble qui cherche la volonté de puissance. Ça, oui, il faut bien dire les choses, et c'est, effectivement, tout le monde compte avec la Chine actuelle. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont englobé les périodes maoïstes, ils ont englobé les périodes de Moyen-Âge chinois, ça va jusqu'à confucisme et encore plus loin et plus loin. Ils ont fait le michung, le mélange de tout, et effectivement, exactement comme un pays connu voisin, là, eh bien, il était extrêmement éclectique face à l'expression religieuse. Les nationaux-socialistes allemands, ils se moquaient en fait qui vous êtes, si vous êtes luthérien, catholique ou païen, seulement ils voulaient qu'une certaine élite soit paganiste. Mais bon, ils se moquaient complètement. Hein. Je vous envoie encore à cette fameuse rencontre de Léon Degrelle et Adolf Hitler, que Degrelle avait raconté quand il était en Espagne. Et bien, elle dit, quand il a rencontré une fois, il revient de l'Union soviétique, reçoit sa croix de fer, et bien, il rencontre un dimanche Adolf Hitler, et je dirais, le Führer lui remet sa croix, et le dimanche matin, il le rencontre, et il dit, qu'est-ce que tu fais là, Léon? Eh bien, je sors de l'église, je reviens de la messe, et Adolf Hitler lui dit, effectivement, si ma mère était encore vivante, elle irait à la messe avec toi, Léon. Eh bien, effectivement, mais on présente toujours Adolf Hitler comme un personnage extrêmement antichrétien, et non, non, quand on essaie de créer véritablement un projet millénariste, comme on dit, un tausendjährige Reich, c'est-à-dire un Reich, un empire de 1000 ans, c'est-à-dire, laisse-nous tout simplement faire une trentaine de générations de nos gosses tranquillement et les élever, c'est ça que je veux dire. Eh bien, on se moque littéralement des religions, n'est-ce pas? Et les religions communistes, le marxisme sous la sauce à la chinoise, effectivement, le confucisme, effectivement, oui, ils font l'ensemble de tout, ils puissent par toute leur puissance, effectivement, et
il garde toujours le drapeau rouge, il y a toujours une certaine élite qui se dit communiste, mais est-ce qu'elle est marxiste-léniniste? Ben non, il ne l'est pas naturellement. Et effectivement, d'ailleurs, c'est assez intéressant de parler avec une certaine élite de Russie actuelle qui, eux, regrettent effectivement qu'en 1991, on a tout bazardé. On a vendu en quelque sorte la puissance, laquelle pouvait fonctionner encore. Il suffisait seulement de changer peut-être un tout petit peu et qu'on a dit qu'effectivement, entre 1917 et 1991, eh bien, c'est à jeter. Ils disent que voilà, nos voisins chinois, ils ne l'ont pas fait. Ils ont intégré leur forme nationale socialiste dans un ensemble de longue histoire, de longue puissance. Ils essaient de faire ça. Mais effectivement, des sinologues, ils disent qu'effectivement, oui, ça peut fonctionner financièrement, ça peut fonctionner sur le plan de doctrine militaire, c'est le plus important naturellement dans le monde actuel, la doctrine militaire, oui, mais est-ce que le projet de la Chine sur le plan ethnique, cela peut fonctionner? Bah non, peut-être oui, peut-être non, je m'en doute. C'est pour cela que quand on me pose cette question, est-ce qu'on peut compter sur cette Asie, sur le plan anthropologique, même si cette Asie qui colonise actuellement l'Afrique, qui est délaissée par les Britanniques et les Français, effectivement, c'est aussi une colonisation nationale socialiste, c'est-à-dire on leur enseigne pas, n'est-ce pas, on ne les éduque pas, on les utilise simplement et par la suite, bah, je ne pense pas que la Chine s'intéresse vraiment de l'éducation de ce peuple, comme disait Jules Ferry, n'est-ce pas? C'est le rôle du peuple, etc., etc. Je ne sais même pas qui je peux citer Jules Ferry. Je pense qu'on n'a pas le droit. Oui, oui. Alors, tu me tends une perche pour être encore provocant. Alors peut-être que le salut de l'humanité viendra justement d'Afrique. Bah, écoutez, non, je ne crois pas. Je ne peux pas exprimer pourquoi, parce qu'il y a les règles de YouTube. Bon, je vois que là, en ce moment, des millions de téléspectateurs sont morts de rire en simultané. Bon, passons alors à qu'est-ce que l'on peut faire. C'est le thème qui m'est cher, puisque moi, mes livres parlent des solutions individuelles qui, malheureusement, ne sont pas forcément des solutions pour une civilisation, mais en tout cas permettent de préserver déjà sa vie, c'est déjà pas mal, Ah mais oui. aussi un peu de culture, un peu de raison, et d'essayer de les transmettre aux générations futures. Cela dit, tu as peut-être des idées plus civilisationnelles, tu as peut-être une manière de voir les choses plus subtile. Comment, qu'est-ce que l'on peut faire en tant qu'Européens face aux urnes? Je pense que l'expérience des élections américaines nous ont montré que plus jamais, plus jamais un parti, même un tout petit peu conservateur ou un petit peu à l'encontre cette vague ne sera jamais élu. Plus c'est fini. En tout cas, en Occident, c'est terminé. Il reste peut-être la Pologne, la Hongrie, la République tchèque qui vont tenir parce que ils ont une homogénéité ethnique, mais l'Occident, peut-être l'Italie, mais voilà, la France, l'Angleterre, même l'Allemagne, elles me paraissent corrompues à un stade irrécupérable, en tout cas au niveau politique. Ce ne sera plus jamais autre chose que de la gauche de plus en plus progressive et de plus en plus folle, et donc l'effondrement. S'il n'y a pas un effondrement de toute façon avant pour des causes exogènes, énergétiques et autres, financières, économiques, qu'est-ce que l'Européen occidental peut faire? Bah, il y a effectivement plus les projets individuels, il y a les projets stratégiques, si je peux dire, si je peux me permettre comme ça. Eh bien, pour moi, c'est un de ces projets, c'est l'expatriation. Oui, c'est l'expatriation des Français, des Belges. Je m'adresse actuellement à des francophones de toute façon, vers l'Europe encore ethniquement homogène. J'ai déjà consacré une interview à ce propos. On a discuté avec toi. Puis, Daniel Conversano a pris une interview sur le même sujet et on en avait parlé. Mais
qu'est-ce qui m'intéresse en fait? Ce n'est pas le bonheur, que tu sais, comme dit Zarathustre, ce n'est plus le bonheur qui m'intéresse, c'est mon œuvre. Eh bien, par exemple, on dit qu'on peut créer une famille là-bas, et c'est un discours d'une certaine droite européaniste, c'est-à-dire laissez vos grognasses françaises et aller rencontrer des femmes en Europe centrale. D'accord, mais bon, moi je pense que dans ma vie, je n'ai jamais couru derrière une femme, c'est les femmes qui sont venues toujours me courtiser. Pourquoi? Parce que quand un homme, un vrai homme, il s'occupe de son œuvre, il y a des femmes qui viennent le voir. Voilà, je ferme la parenthèse là. Donc, quel est ma proposition? C'est qu'effectivement, en Occident actuel, il n'y a rien à faire. Et il faut, de toute façon, dans l'univers actuel, occidental, pour un projet politique, avoir un État. Un État ou peut-être plusieurs États de vos côtés. Quel que soit, si vous avez un parti politique, cela ne fonctionnera pas. Si vous avez des groupuscules politiques, plusieurs même, cela ne fonctionnera pas. Vous allez toujours remplir le gamelle d'un être du système au sein d'un État, et l'ancien Front National en France vous offre un exemple parfait à ce propos. Voilà. Donc, il faut aller chercher un autre État. Et il faut être mobile à l'intérieur de cette Europe centrale, laquelle est le politique, c'est un art de mouvement. Donc, actuellement, effectivement, tu as nommé ces pays qui sont ethniquement engagés pour son peuple, disons ça simplement. Je cherche toujours l'expression qui peut passer sur YouTube. C'est-à-dire, l'Hongrie, à son niveau, la Pologne, bah, pourquoi pas, mais ce n'est pas aussi simple que cela, naturellement. Un pays, un peuple, ce n'est pas un bloc comme la Révolution pour Clémenceau. Non, c'est complexe. Eh bien, ça peut être la Slovaquie, par exemple, ça peut être la Croatie, ça peut, actuellement, de nos jours, ça peut être même certaines républiques baltes, ces petits pays, ça peut être une certaine Italie même, parce qu'effectivement, actuellement, M. Salvini se fait poursuivre pénalement pour l'acte de héroïsme étatique qu'il a commis. Mais M. Salvini, il n'est pas seul, hein, il y a des millions d'Italiens derrière lui. Donc, voilà, cela existe quand même. Mais, eh bien, qu'est-ce qu'il faut en fait créer? C'est si on utilise le langage marxiste, une classe sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et puis, cette classe, dans notre univers, une classe, avec les guillemets, ne peut plus être révolutionnaire, tel que c'était par exemple à l'époque de la Révolution russe, par exemple, qui a fonctionné, ou à l'époque de révolution spartakiste, ou qui n'a pas fonctionné, mais quasi à la même époque. Eh bien, il faut s'attacher à un État et de préférence à plusieurs États qui peuvent vous porter. Donc, partez de France, partez de Belgique, choisissez un pays qui vous convient, disons, ethniquement et culturellement, en Europe centrale, implantez-vous, et puis, même avant, faites un travail de lobbying, et c'est ça qui est obligatoire, auprès des hommes politiques qui ont la puissance étatique réelle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement leur montrer votre expérience, par exemple française et belge, ou c'est pour cela que les dernières fois on avait discuté de cette possibilité, bon, c'est comme les autres, tout simplement demander l'asile politique dans ce pays, c'est-à-dire faire un travail de lobbying et inculquer, par exemple, prenons cette Hongrie, par exemple, qui se fait harceler par l'Union dite européenne, qui l'anti-européité par excellence, eh bien, qui leur impose effectivement une invasion. Eh bien, prenez, disons, les réfugiés, et encore, il y a quelques mois, la Hongrie a refusé des milliards de subventions d'euros parce qu'elle ne voulait pas accepter
une certaine, disons, certains réfugiés. Eh bien, utiliser, comme dit le président français, en même temps, c'est-à-dire prenez cette convention de Genève de 1951, eh bien, faites passer cette idée auprès de gouvernements locaux afin qu'on commence par offrir l'asile politique, mais de façon publique, à des Français, à des Belges qui se font persécuter dans leur patrie pour leur origine, pour leur religion, pour leur opinion, etc. Bah, je me suis intéressé un tout petit peu de cette affaire de la génération identitaire et de son traitement. Eh bien, je connais parfaitement la Convention de Genève, puisque j'étais moi-même le réfugié politique soviétique en France. Eh bien, si la génération identitaire utilise actuellement la Convention de Genève et en masse demande d'asile politique quelque part à Budapest, eh bien, ils vont acquérir cet asile politique et par la suite, cela n'est pas seulement le but en soi, il faut un travail de lobbying auprès du gouvernement afin qu'il fasse connaître à l'échelle internationale ce fait où les Occidentaux obtiennent pour des raisons prévues par la Convention de Genève l'asile politique et par la suite il faut créer le centre d'information où les centres d'enseignement, c'est-à-dire des universités, ce que, par exemple, M. Donald Trump n'a pas fait. Pour moi, c'est une des plus grandes failles qu'il n'a pas fait. Non seulement qu'il n'a pas fait ces plateformes type à lui, c'est-à-dire ne pas rester sur Twitter et Facebook, mais il devait tout simplement s'unir avec des autres hommes fortunés de même tendance politique et acheter ou créer des universités aux États-Unis et pendant ces 4 ans, faire, disons, suivant l'expression d'Héraclite, faire fabriquer l'enceinte dans l'esprit. Non seulement l'enceinte autour de la cité, ce qu'il a fait avec un succès relatif, mais tout simplement renforcer les âmes, c'est-à-dire, par exemple, faire convier de la part du monde entier des professeurs tels que je suis qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas enseigner au sein de l'université avec un U majuscule contemporaine. Et nous pouvons, par exemple, enseigner, c'est-à-dire forger cette élite francophone quelque part, par exemple, en Europe centrale, et forger effectivement cette nouvelle arme qui serait classe. Je suis forcé d'utiliser ce terme parce que nos spectateurs ont les restes de débris de ce trotskisme qui vous fait naturellement parler tout le temps des classes, qui vous fait utiliser la terminologie trotskiste, marxiste-léniniste, trotskiste par conséquent, sans que vous jamais lu finalement ces auteurs, mais vous vivez carrément dans le magma post-trotskiste. Bah oui, forger là-bas une échine de combattants de l'avenir et tout simplement vous faire prospérer naturellement personnellement, effectivement, bon, si cela vous intéresse, pourquoi pas, et vous intégrer au sein de ces États, tout en sachant qu'actuellement, il n'y a plus de deux blocs comme cela a été à l'époque de la guerre froide et qu'il faut être également mobile. Par exemple, actuellement, si la République tchèque a des problèmes avec, par exemple, l'Union européenne fait les pressions sur la République tchèque, elle renonce à ces maisons closes tenues par certains oligarques issus de Russie, ashkénazes comme je suis, eh bien, peut-être que cela, elles vont injecter des milliards de dollars, les milliards d'euros pour que la République tchèque, actuellement docile, se tourne contre l'Union dite européenne. En fait, quel est mon but? Je vous le précise, eh bien, l'Union européenne, oui, elle a la notion à disparaître. Lorsque l'ensemble des peuples occidentaux seront démolis psychiquement et corporellement dans leur chair, c'est-à-dire métissés, eh bien, ça va se fondre tout seul comme une maison de cartes parce que cette maison dite européenne aura rempli leur rôle. Eh bien, ce que je vous propose, c'est effectivement devenir la classe
de cette future lutte euh, en, pro-européenne qui ferait échouer l'Union dite européenne avant le calendrier, avant la date prévue tout simplement. C'est-à-dire parce que l'Europe, suivant moi, elle devrait être recréée sur les bases ethniques. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un conglomérat germanique, conglomérat slave, conglomérat latin, conglomérat celte, et que sur les bases ethniques, ces pôles européens collaborent effectivement. On va me dire comment on va choisir, naturellement, je connais parce que j'ai intervenu plusieurs fois sur ce sujet. Eh bien, comment on va choisir cela? Comment on va définir qui vous êtes? Vous savez parfaitement, et là, vous savez parfaitement l'exemple de l'Israël, où on a offert une idée vétérotestamentaire par des Ashkénazes, tels que je suis, qui sont tout simplement souvent soit des Germains et des Baltes judaïsés, soit des Turcs, c'est-à-dire les Khazars judaïsés, qui n'ont rien à voir avec des Hébreux de l'Ancien Testament. Donc, mais l'essentiel, c'est l'idée, naturellement. Et effectivement, si par exemple, un Nietzsche, à une certaine époque, il pense qu'il n'est plus germain, mais il est polonais, comme il avait cité, eh bien, il peut parfaitement intégrer un monde slave, pourquoi pas. Donc, mais je perçois l'européanité de l'avenir d'une puissance humaine éventuelle et très peu probable seulement comme ça. Ces 4 pôles ethniques en Europe, oui, c'est comme ça, extrêmement ancrés dans leur tradition, dans leur ancienne culture, dans leur divinité antique, et qui peu à peu recommencent leur reconquiste psychique de l'âme, c'est-à-dire il recommence tout simplement de l'enseignement, parce que pour l'instant nous sommes avec des singes, avec des iPhones, eh bien on ne peut pas créer aucune civilisation, il faudrait par la suite recommencer les lectures syllabique, il faut apprendre à lire, à écrire avec la main, c'est-à-dire quand on écrit avec la main, on fait travailler notre cerveau d'une façon, et c'est quasi insupportable actuellement pour des professeurs universitaires, tout simplement écrire à la main, je ne vous parle pas des gens, on est habitué naturellement à tapoter comme ça, les personnes ne savent plus serrer un stylo, nous sommes au moment de se mettre à 4 pattes et brancher notre iPhone et encore faire quelques pas avant de carrément s'éloigner dans les brousses. Oui. Mes notes sont manuscrites encore. Voilà. Donc, Écoute, allez là-bas. Oui. Allez là-bas. Travail de lobbying, parce que quand vous faites votre bonheur personnel, warum nicht, mais il faut forger une classe. Il y a la classe, il y a la race. Donc, mais j'utilise naturellement le langage marxiste parce que nous vivons dans cet univers post-marxiste et il faut se lier avec une puissance étatique. Et pourquoi je vous le dis? Parce que toute l'histoire de la guerre froide fonctionnait exactement comme ça. Les États-Unis, comment ils ont, par exemple, ont su vaincre partiellement l'Union soviétique, c'est naturellement par la subversion des élites de second niveau soviétique. Gorbatchev, on l'avait repéré à la fin des années 70, l'environnement de Margaret Thatcher. Lui et son épouse, on les avait invités. C'était un travail de soft power qui a duré des décennies, mais aussi, qu'est-ce qu'on a fait aussi du côté occidental? On cherchait des dissidents soviétiques et qui connaissaient parfaitement toutes les failles du système soviétique. On les prenait, on les intégrait tout de suite, même s'ils ne parlaient pas l'anglais, parce que les soviétiques parlent très mal les langues étrangères. Donc, on les prenait. Et vous avez des mémoires de tous ces soviétiques qui venaient, qu'on échangeait, parce que Brezhnev, à la fin des années 70, commençait par échanger des dissidents contre les espions soviétiques qu'on prenait. Donc, c'était les échanges faits comme ça. Donc, on prenait ces
ces dissidents qui cropissaient au fond d'un trou dans un camp, eh bien, on les intégrait au sein de l'équipe de Pentagone, c'est-à-dire ils participaient à des Kriegspiele, c'est-à-dire ils enseignaient à des généraux américains comment fonctionnent les soviétiques. Par la suite, ils passaient dans les universités américaines, encore tenues par des républicains. À l'époque, naturellement, ils enseignaient le véritable, authentique fonctionnement de tout ce qui est le socialisme. Parce que le communisme n'existait jamais. Je vous dis que, naturellement, je vous rappelle que l'Union soviétique, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le pays, l'URSS, c'est un pays socialiste gouverné par un pays communiste. Ne l'oublions pas, ne faisons pas la confusion. Eh bien, ils enseignaient comment cela se fonctionne, comment ça fonctionnait. Puis, ils passaient à toutes ces radios, comme moi j'ai écouté, par exemple, depuis l'âge de 10-11 ans. Donc, nous allons aboutir à cela, c'est-à-dire l'Internet peut-être ne fonctionnera plus dans cette forme. Eh bien, qu'est-ce qu'il fallait pour écouter ces radios, c'est American Voice, et BBC en russe et tout ça, c'est-à-dire on brouillait les ondes, et donc il fallait acheter un appareil extrêmement cher qui valait par exemple le niveau de salaire d'un ingénieur soviétique, et pour la suite trouver les ondes possibles, pour la suite les mettre directement contre l'oreille comme ça, et l'écouter. Et donc, qui parlait là-bas, c'était des anciens dissidents qui passaient là-bas et qui parlaient avec leur expérience. C'est-à-dire, c'était le travail authentique du propagandiste que j'offre à des dissidents français que la République actuelle, peuplecide, si je peux utiliser le terme des spécialistes de la guerre des Vendées, la République peuplecide fabrique à grande échelle, parce que ce qui est particulier de ces régimes tyranniques, c'est qu'ils ne peuvent pas s'arrêter, ils se répètent constamment. Par exemple, ils se répètent suivant la même structure. Par exemple, les idéologues français actuels de l'époque de Macron fonctionnent exactement comme des fonctionnaires, des idéologues de l'époque de Brejnev, de Tchernenko, de Andropov et du début de Gorbatchev. Voilà. Et donc, vous devrez vous installer dans ces pays. Il n'y a plus de pôle unique. Il y a l'Hongrie, par exemple. Actuellement, il y a la Pologne. Chacun de ces pays a ses objectifs, naturellement. Il y a la Croatie. Et vous devez faire le travail de lobbying, vous devez réunir toutes les persécutions que vous avez subies, que continuent à subir vos proches. Vous devez faire une banque de données. Vous devez créer, par la suite, vous devez naturellement vous lier avec le gouvernement local qui devrait organiser, parce que c'est cela qui tient de leur survie ethnique, parce que là, ils peuvent vraiment faire une tribune internationale à d'authentiques persécutés venus des pays de ceux qui leur font les leçons de morale depuis des années. Et bien là, il faut créer des universités, il faut ouvrir je sais pas, les stations d'Internet, etc., tout ce qui remplace America Voice de l'époque de la guerre froide. Et c'est fonctionnel parce que en face, vous allez retrouver exactement les mêmes idéologues qui vont fabriquer de nouveaux persécutés parce qu'ils vont tout simplement augmenter les puissances de persécution face à votre logos. C'est pour cela que j'ai dit que les frontières vont devenir de plus en plus fermées pour des Occidentaux qui voudraient voyager. C'est cela que l'origine de ma réflexion d'il y a une année. Et ça va être de plus en plus ainsi. Donc, profitez-en. Et par la suite, le fait de passer vers ce monde libre, éventuellement, ça sera aussi complexe que, par exemple, et passer, par exemple, traverser les frontières soviétiques avec Alaska. Mais, ce sera aussi, votre parole sera vue avec la même suavité que le fruit défendu dans le jardin d'Éden. Je me souviens, parce que le fait que les abrutis
s'acharne contre vous localement, eh bien, avec une telle bêtise, eh bien, ça va générer une fuite de plus en plus puissante des Français et des Belges, par exemple, et pas seulement d'autres, mais je parle seulement des francophones, vers ces pays. Et là, vous pouvez constituer effectivement une force de frappe idéologique, universitaire, médiatique et puis politique. Et puis peut-être plus, je ne peux pas... Peut-être plus. Voilà, peut-être plus. Et là, peut-être il y aura un retour. Peut-être il y aura, peut-être il n'y aura pas. Je vous rappelle que toute une génération de Russes blancs qui ont quitté les ruines de l'Empire après la guerre civile de 1917-18 et 1922, eh bien, certains ont vécu sous les armes pendant toute une génération. Quand est-ce qu'on va revenir, on va reconquérir le pouvoir? Et si vous lisez les mémoires de ce Russes blancs, c'est non seulement les officiers, mais tout simplement même pas les gens des métiers de guerre, des armes, eh bien, leur but c'était un jour revenir et reconquérir. Et c'est cela qui explique un tel nombre de centaines de milliers de Russes sous le drapeau du Troisième Reich qui allaient vers cette naturellement. Et si vous vous intéressez naturellement à l'histoire de Waffen-SS, vous allez retrouver que, par exemple, même il y avait des Russes blancs qui intégraient dans les divisions de Waffen-SS qui n'étaient pas slaves, ce qui casse d'ailleurs les doctrines officielles historiques actuelles que des slaves étaient considérés comme, par le Troisième Reich comme le déchet et qu'on ne les mélangeait pas. Je vous signale que, par exemple, il y avait par exemple, au sein de cette division de Waffen-SS Wallonie, il y avait des Russes blancs qui s'appelaient, par exemple, il allait jusqu'au Sturmbannführer, donc s'appelait Monsieur Tchekhov, par exemple, c'est le synonyme homonyme d'écrivain. Donc oui, il y avait un désir de reconquiste. Et donc, ce que je vous propose, c'est quelque chose qui peut fonctionner et qui peut ne pas fonctionner, effectivement, mais au moins, vous allez faire une belle tentative, mais tout simplement, il ne faut pas vous dire, je viens et je m'occupe exclusivement de ma tronche, quoi. Je fais mon travail quelque part à Budapest, quelque part en Pologne, tout cela. Non, ou je serai constamment tourné vers la France, ou je continuerai ma lutte interne française en tirant dans les pattes du Front National, d'autres mouvements comment ça s'appelle, actuellement l'ex-Front National, des autres mouvements nationaux et tout cela. On va toujours se retrouver, voilà, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus juste, et ce sera des discussions stériles qui ne mènent effectivement à rien. Non. Ce qu'il faut faire, il faut avoir une autre doctrine. Vous savez que comme par exemple le frère aîné du futur Vladimir Lénine, Alexandre, a préparé une tentative d'assassinat de l'empereur, eh bien on l'avait pendu, et bien il y a un tableau que tout le monde, tous les marxistes et léninistes connaissent. Il y a le Vladimir Lénine qui pose la main sur l'épaule de sa mère et dit « On suivra un autre chemin ». Et donc, effectivement, ce n'est plus le chemin du terrorisme stupide ou de nihiliste, mais c'est on structure une classe. On fait une classe et on excite des prolétaires. Et les prolétaires, ce ne sont pas des ouvriers, parce qu'ils font constamment le mélange, parce que le terme prolétaire est devenu un éponyme des ouvriers. Non, prolétaire, c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre sauf ses chaînes,
eh bien, ils ne possèdent pas d'outils de travail, ils les expiraient, donc on va les armer, c'est-à-dire par la suite l'outil de la Première Guerre mondiale, eh bien, c'est l'usage des armes, c'est le peuple exaspéré, et donc le marxisme-léninisme, pourquoi Lénine est un génie et pourquoi il se trouve toujours dans le mausolée de la place rouge, c'est, entre autres, tout simplement parce qu'il a réussi. Et Dieu sait que je suis un anticommuniste primaire, secondaire et tertiaire, mais il faut admettre le génie chez ses adversaires. C'est quelqu'un qui a réussi de façon scientifique de prendre le pouvoir. Tu sais, il y a les anti-judaïques assez stupides qui se situent du côté qui me cher, à savoir l'extrême droite, qui disent qu'effectivement Trotsky avait apporté avec lui des dizaines de millions de dollars d'or des États-Unis pour faire ce putsch d'octobre. Et effectivement, c'était comme ça. Effectivement. Mais s'il n'y avait pas de cette classe de prolétaires, c'est-à-dire qui sont là pour se jeter dans le brasier des révolutions et qui sont là des prolétaires armés, aguerris par la Première Guerre mondiale, etc., eh bien, il n'y aurait pas de cette... le putsch ne serait pas réussi tout simplement. Un jour, la première fois lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était dans un restaurant à Genève. Et c'était au milieu de Gilets jaunes, c'est ça? C'était décembre 2018, c'est ça? Et les questions que tu m'as posées, il y avait beaucoup de bruit, mais cette vidéo, je vous invite, chers spectateurs, à la regarder. Tu m'as posé une question, est-ce que c'est là le moment? C'est la fin, c'est la chute. Parce que les gens en France, c'est-à-dire les gilets jaunes, n'ont rien à bouffer à partir du 15 du mois, c'était ça leur slogan en quelque sorte. Il y a peut-être fait qu'ils n'ont, que c'est peut-être là qu'ils vont pousser, ils vont faire choir le pouvoir. Eh bien, je regrette beaucoup que j'ai dit tout simplement, j'ai répondu, mais je n'ai pas approfondi ma réponse. Je le regrette effectivement. Je dis non, cela ne changera pas. Et effectivement, cela ne changera pas. Pourquoi? Parce que des Français ne sont pas des prolétaires. Il n'y a pas de prolétariat en France. Et moi qui ai étudié le marxisme et le léninisme quasi à partir de l'âge de 5 ans et jusqu'à ce que je quitte l'Union soviétique et après l'Union France, j'ai étudié encore le trotskisme, c'est-à-dire la branche qui était interdite en Union soviétique naturellement, eh bien je vois clairement, non, en France, par exemple, rien n'est possible. Vous pouvez le foutre dans les chemises jaunes, vous pouvez le mettre le bonnet rouge, qu'est-ce qu'il y avait encore avant, cela, rien ne fonctionnera. Pourquoi? Parce que le français actuel, les occidentaux, ne sont pas prolétaires. Donc, vous comparez, c'est-à-dire quand vous dites, est-ce que je peux faire un hold-up avec, je dirais, braquage de banque, avec des clodos qui j'arme avec excusez-moi, mais que j'arme avec des fusils automatiques achetés dans un supermarché dans le rayon d'enfants. Ben non, si vous voulez faire un braquage de banque, eh bien, vous devez étudier le braquage de banque qui effectivement réussit, c'est-à-dire vous prenez des vrais guerriers, mental, physique, vous utilisez les armes, vous vous protégez correctement et vous répétez comment cela a fonctionné. Comment cela a fonctionné une fois, c'est le putsch d'octobre. Le style julien, le style grégorien, ça se faisait naturellement le 7 novembre, mais bon, le 25 octobre du style julien, ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que Lénine a su offrir, pas Lénine, mais tous les socialistes révolutionnaires des branches de gauche, il n'y avait pas que les bolcheviks, naturellement, par la suite, bon, il y avait. Eh bien, ils ont su offrir tenir le langage. D'abord, ils ont su élever toute une classe de prolétaires, c'est-à-dire, tu sais que dans ce film Monde consacré à Adolf Hitler, où pendant le putsch, pendant la révolution bavière en 1923, sous les armes, eh bien, il est assez honnête, il prend là
et sous les balles, il prend ses camarades et il avance. Et c'est ça, en fait, l'idée d'un prolétaire. Je me jette dans les brasiers de révolution. Je me jette dans les brasiers de révolution. Et, On n'y est pas là. Pourquoi? Parce que je suis russe, tu vois, je suis russe et on est en 1917 et je sais que mon grand-père, c'était un serf. Parce que le servage était aboli en Empire en 1861, encore officiellement. Donc, par la suite, mon père vivait dans le bout. Moi, je vivais dans le bout, malgré toutes les belles paroles de ces ordures démocrates qui entouraient l'empereur, comme Nabokov père d'ailleurs. Voilà. Et eh bien, par la suite, on m'a foutu à la guerre. Avant, il y avait d'autres guerres russes, japonaises, etc. Par la suite, on m'a tiré dessus parce que ce qu'on appelle le dimanche sanglant, il y avait les gilets jaunes, n'est-ce pas, qui sont allés s'exprimer à l'empereur. Eh bien, on leur a envoyé non pas naturellement, non pas les balles en caoutchouc, mais des vrais, on les a sabrés. Et c'était un peu partout, naturellement. À travers l'Empire russe. Et effectivement, ils ont fait la guerre le plus meurtrière, parce qu'on oublie souvent en France, où il y avait 2 400 000 morts, c'est quelque chose qui est atroce, mais le plus grand pays anti-germanique de l'entente qui a subi pendant la Première Guerre mondiale, c'était la Russie. Donc ils reviennent, maintenant il n'y a plus de l'empereur depuis le février 1917, et on a une espèce de troisième république maçonnique qui se tient à Petrograd sous l'égide de Kerensky, qui fait les trucs féministes avec les divisions. Donc je veux dire, c'est copier-coller, sauf qu'il n'y a pas de gay pride, mais le reste c'est exactement la même chose. Et qui a une division féminine, n'est-ce pas, etc., etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, revenez à la guerre. Eh bien, là, qu'est-ce qui fait pas Lénine, c'est simpliste, il dit, bah, maintenant, nous proposons quelque chose. Ils ont proposé à ce moment-là que nul d'autre n'a proposé, c'est-à-dire paix au peuple, c'est-à-dire plus de guerre. Ce qui est fou, naturellement, mais il l'a proposé, il est sûr, il montre, bon. Les usines aux ouvriers, c'est fou, mais il l'a proposé, il l'a donné naturellement. Les soviets se sont mis à s'organiser dès l'été 1917 à Petrograd, et la terre aux paysans, ce qui est également faux, puisqu'on effectivement on a pris la terre chez les propriétaires, mais par la suite on a fait les colchozes, etc. Bon, mais il a su manipuler, il a su non seulement saisir le moment, il a su attendre que il se cristallise l'authentique classe des prolétaires qui savent que maintenant, si je ne prends pas le pouvoir, mes enfants, mes petits-enfants seront morts, et c'est-à-dire, je veux dire, selon esclaves, selon serfs. Et donc, et là, avec les armes qu'ils ont emportées, parce que l'usage des armes est extrêmement important, et je veux dire, les armes, ces armes, effectivement, sont restés en Union soviétique encore jusqu'à la fin de son existence. Ces carabines de Mosin, voilà, pompées par le général Mosin de la carabine des officiers de la marine de l'Ouest. Mais c'est toujours une arme redoutable. Là, je me souviens, pendant mon enfance de pionnier, j'étais dans une maison de repos d'élite sur les bords de Volga. Eh bien, je me suis allé amuser avec des enfants, avec mes camarades de kolkhoz voisins. Bon, après une bagarre initiatique, qu'est-ce qu'on a fait? On allait jouer dans les forêts. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont sorti le vieux carabine de Mosin, c'est-à-dire l'ensemble de la population était armée. C'est une arme redoutable. Là, tu prends ici une carabine Mosin, tu le coupes, ça coûte $200 en bon et parfait état sur l'Internet, tu le coupes et c'est le parfait état de défense de la maison. Mais l'ensemble de la population était armée. Voilà. Et donc, ils étaient prêts à mourir. Je veux dire, quand on raconte effectivement
ce qui s'est passé pendant dans les tranchées de la Première Guerre mondiale des côtés russes, ça veut dire c'est les gens qui bouffaient du gaz, qui, qui, la vie devenait, la vie humaine ne valait rien, c'est-à-dire ils allaient à l'assaut, ils restaient là, entre-temps ils récupéraient un revolver, ils jouaient à la roulette tout simplement parce que la mort c'est les obligeait. Et c'est par la suite ces gens-là extrêmement armés et aguerris, d'authentiques prolétaires, et qui ont, pendant ces 4 ans de guerre, 3 ans et demi de guerre, ils ont bouffé du catéchèse du bolchevisme. Parce qu'effectivement, à côté, il y avait souvent mes consanguins ashkénazes qui leur enseignaient des choses basiques qu'actuellement, on n'enseigne pas. Qui est prolétaire? Comment ça fonctionne le prolétariat? Quel est l'avenir du prolétariat? Eh bien, on a su forger une classe de personnes, de prolétaires, qui n'ont extrêmement armés, aguerris, desquels non seulement on a su prendre le pouvoir à Petrograd, mais par la suite, on a su créer une armée. Je me demande actuellement, est-ce que en France, en Belgique actuelle, vous avez une classe comme ça qui peut prendre le pouvoir? Non. 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 Qui sont prêts de mourir, tout simplement. Non. Donc, je vous propose une solution sur mesure. Vous avez, par exemple, je vous donne seulement l'exemple, seulement cette génération identitaire qui peut, s'il se prend, ou n'importe quel autre mouvement, on se moque, de défense européenne. Si on peut effectuer un parfait travail de lobbying auprès du gouvernement de l'Hongrie, etc., seulement, peuvent tout entier prendre leur dossier de poursuite en France, peuvent se déménager à Budapest, demander l'asile politique parfait sur le canon de la Convention de Genève de 1951, l'obtenir et par la suite devenir une arme de combat idéologique pour faire choir cette communauté dite européenne, avec la République dite française, l'Allemagne fédérale, etc., le faire tomber avant que cela n'arrive, avant le moment prévu. Et c'est, si on peut court-circuiter le calendrier, une forme de calendrier de chute de l'Union européenne, une implosion de l'Union européenne dans le magma d'une guerre inter-européenne, inter-ethnique avec les forts éléments halogènes, si on le fait plus tôt, si des blancs français deviennent une forme d'étendard idéologique quelque part à Budapest, quelque part à Varsovie, etc., suivant les nécessités, et surtout être mobile à l'intérieur de ces pays, eh bien, qui ont le service de l'État à leur soutien, là, éventuellement, c'est un spécialiste du marxisme-léninisme qui l'a bouffé pendant plus de 20 ans, qui vous le dit, vous avez une chance de réussir. Ça va être très dur, mais il y a une petite éventualité. Anatoly Livry, merci beaucoup. On se retrouvera bientôt, j'espère, en Suisse ou sur une des tranchées ou l'un des couloirs, une des tranchées des champs de bataille ou l'un des couloirs du lobbying, quelque part dans un pays d'Europe de l'Est. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je mettrai le lien de ton site sous la description de la vidéo, bien sûr. Et nous reparlerons bientôt de ton actualité littéraire dès que cela sera le moment. À très bientôt et merci beaucoup. À bientôt.